Bonsoir Vincent Manilet, vous êtes journaliste spécialisé en culture web. Moi, je suis votre travail sur Twitch, sur les réseaux sociaux. Du riz-fifi sur Internet, je regarde très souvent. Ah, Vous faites des super omelettes aussi. J'essaie. McFly et Carlito sont suivis par plus de 7,2 millions de personnes sur YouTube. Ça fait 10 ans qu'ils font des vidéos ultra produites. Le burn-out, je le rappelle, est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. On ne s'en rend pas compte, mais cette génération de youtubeurs, pourquoi est-ce qu'elle arrive au burn-out ? C'est la conséquence de plein de choses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont eu du succès, il y a eu de l'intérêt de la part de marques, de la part de studios de production, donc des gens qui sont venus les voir en leur disant vos rêves que vous avez depuis gosse, vous pouvez les réaliser en fait, et on va vous donner des moyens, on va vous trouver effectivement des sponsors, et il y a eu une attente aussi qui s'est créée de la part du public. Enfin, c'est l'algorithme, comme ça a été évoqué plusieurs fois, c'est la conjugaison de plein de choses qui ont fait que aujourd'hui, s'ils sortent une vidéo un peu moyenne ou en tout cas qui fait des stats légèrement en dessous de ce qu'ils font d'habitude, même sur YouTube, on peut voir des messages qui disent votre vidéo marche moins bien que d'habitude, en rouge, etc. Et tout de suite, ils peuvent le prendre un peu personnellement et remettre en cause pas mal de choses. Comment est-ce qu'on interprète les messages de McFly et Carlito ? Comme le témoin de ce qui se passe pour beaucoup de monde sur YouTube. Il y en a plusieurs qui en ont parlé, on l'a vu dans la vidéo, mais il y en a plein d'autres qui ne se sont pas encore confiés là-dessus et qui le vivent, je pense, très mal parce qu'ils n'osent pas se plaindre. Parce que quand ils sont privilégiés comme ça, ils doivent se dire « Ah, mais c'est pas mon rôle de me plaindre », ce genre de choses. Mais en même Puis temps, on le voit, la justification de Raphaël Carlier, moi, je la trouve touchante parce qu'il est obligé, on dirait presque, de se justifier d'un souci avec son bébé. Je trouve que c'est particulièrement... Moi, franchement, ça Oui, m'a fait de la peine de ouf. C'est Quoi. fort, quoi. Moi, je lui ai même écrit un message, ça m'a fait de la peine d'en arriver là pour se justifier. Et de devoir raconter ce niveau d'intimité Oui. versus la pression des résultats et l'obligation d'avoir des vues et des likes. Je trouve qu'on est arrivé à un moment assez particulier, là. Oui, puis en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'en termes de timing, c'est que le samedi... McFly publiait son premier message sans évoquer cette raison-là, évidemment, parce que ça ne le concernait pas lui directement. Et c'est le lendemain, en fait, que Raphaël Carlier en a parlé. Et je pense qu'il y a eu un truc, parce qu'il y a eu des réactions assez vives, parce que les gens les accusaient un peu d'être responsables aussi en partie de cette course à la surproduction sur YouTube. Il y a eu des réactions assez méchantes, pour le coup. Et je pense que... Il y a peut-être aussi une volonté d'expliquer qu'il y a des choses plus personnelles qui rentrent en jeu là-dedans aussi. Et c'est vrai qu'on peut souhaiter que le meilleur rétablissement possible. Mais c'est ça, et en fait, c'est des gens qui travaillent simplement... simplement, c'est des gens qui travaillent avec le regard des autres, les commentaires constamment, et qui sont en attente toujours d'être meilleurs. Et pour beaucoup, c'est des créateurs qui ont commencé très jeunes, parfois à 14 ans, et qui ont fait ce choix de carrière-là. Et donc, au bout d'un moment, quand ça marche plus, il y a quelque chose aussi où tu te dis, voilà, il n'y a pas de plan B, c'est ça ma vie, et si ça ne marche pas, si les gens ne m'aiment pas, donc ça ne marchera pas. Après, il y a chauffeur Uber, si jamais demain ça ne marche pas, il y a toujours des plans B pour plein de gens, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas pour nous. Mais oui, je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est qu'il n'y a pas que chez les youtubeurs, je crois, que ça arrive, ce genre de truc, je crois que ça arrive chez tous les artistes, notamment les chanteurs dans la musique. Aujourd'hui, tu dois sortir un album tous les ans. Ouais. Si tu le fais pas, t'as peur que derrière tu sois totalement oublié. Dans la mode, c'est pareil. Maintenant, les collections, c'est tous les 4 mois. Mais c'est exactement ça. Tu vois, les seuls en musique, les seuls qui puissent le faire, c'est PNL, Nekfeu. Et rares sont les gens qui peuvent revenir par la suite. En plus, il y a un truc un peu effrayant. Mylène Farmer. C'est que Mylène Farmer. Mylène Farmer, très joli retour. Ouais. Très joli retour. Ouais. Et puis, il y a même une autre pression. Même quand tu fais une pause, il y a aussi la pression de « Ah, maintenant, tu vas revenir avec quoi ?» Tu vois, même ça, c'est encore une autre pression qui vient derrière. Mais ouais, il y a ça. Et puis, je crois qu'il y a le côté aussi addict. Je crois que c'est comme les gens qui font de la scène. Vous avez déjà entendu ce truc de tu reçois un truc que t'es pas censé recevoir. En termes d'amour et d'approbation. C'est pas normal en fait de recevoir ça. Du coup, quand t'en reçois un tout petit peu moins, c'est comme le petit commentaire qui vient et qui te dit ouais, bof. T'as envie de dire comment ça, t'as envie de lui répondre à lui alors que tu réponds pas à toute la dose d'amour que tu reçois derrière. Et je pense que quand tu diminues ce truc-là, tu diminues tes cachets, t'es un peu en manque quoi. Et tu dis je suis pas heureux, je suis pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est sain de faire des pauses et d'essayer de retrouver un peu de bonheur ailleurs. Est-ce que toi, c'est un raisonnement que tu te poses des fois de dire ok, là, il faut que je fasse une pause, là, il faut que je ralentisse? Parce que tu en as fait beaucoup, toi, des vidéos. Ouais, en fait, moi, je t'avoue que les fois où j'ai tenté de faire une vidéo par semaine sur YouTube, j'étais pas heureux. Donc j'ai arrêté très vite, je regardais ce que je faisais et je me suis dit, c'est pas moi, j'ai pas envie de ça, je préfère être un peu moins présent et m'amuser. Et puis c'est pour ça que j'aime. Enfin,
l'idée de la surproduction, moi, ça m'effraie un peu parce que ça veut dire qu'il faut te staffer, il faut des trucs autour, enfin, tout soudainement, il y a un truc qui est plus... Comment t'arrives à avoir de l'amusement quand soudainement, autour de toi, t'as une équipe de 20 personnes et tu te dis, c'est quoi le projet, comment on fait Moi, j'ai peur que ça m'amuse pas, en fait, tu vois, ce truc-là. Ce que disait Squeezie, par exemple, il dit que pour sa vidéo avec Eric et Ramsey, c'est 3 semaines et demie de montage pour une vidéo de 57 minutes. Nous, on a reçu sur ce plateau Kameto et Billy qui parlaient de ça, justement. Je pense que chaque créateur de contenu ressent le besoin d'un peu s'émanciper de tout ce monde virtuel qui finit par taper le crâne au bout d'un moment. En parlant du coup avec de plus en plus avec de gros créateurs de contenu, que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui consultent des psys, des thérapeutes. Non, mais je pense pas que le cerveau humain soit conditionné à recevoir autant d'attention virtuellement, être tout le temps sur le téléphone, les écrans, tous ces trucs-là. Des fois, on a besoin de se déconnecter et d'être posé juste dans la vraie vie avec ses potes, sa mif. J'ai rarement une place où je me dis, vas-y, je vais partir pendant 1 mois, 1 semaine, 2 semaines. Mais là, j'essaye d'y réfléchir, il a raison. Des fois, je pète mon crâne, j'arrive plus à respirer, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'attention et des fois, en fait, tu te perds dans un piège et tu sais plus quoi faire. Et tu te reconnais même plus toi-même et tu as besoin de prendre du recul et de réfléchir. Vincent, il y a eu beaucoup d'injonctions qui ont été faites aux créateurs de contenu, aux youtubeurs. On leur a souvent demandé combien ils gagnaient, leur influence chez les jeunes, leur impact sur la jeunesse, mais souvent, on pose rarement la question de eux, comment ils vont, comment les aider, comment les soutenir. Est-ce qu'il y a des initiatives qui se mettent en place autour de la santé mentale et des youtubeurs, ou c'est des professions qui sont totalement décorrélées de tout ça? C'est vrai, alors j'ai cru comprendre que chez YouTube France, ils avaient recruté quelqu'un pour aborder ces sujets-là en interne et faire un relais intéressant avec les vidéastes. Après, pour le coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu honteux, je pense, à se confier quand on est créateur de contenu sur Internet, dans le sens où ils proposent du divertissement. Dans l'immense majorité, même les gens qui font de l'histoire, ce genre de choses, il y a une forme de divertissement. Donc il faut être enjoué, il faut être présent, il faut dire « j'espère que vous allez bien ». C'est vrai que beaucoup de youtubeurs ou de streamers demandent « j'espère que vous allez bien ». Moi, ça va, ce genre de choses, mais en même temps, on sait que derrière, c'est pas toujours le cas. Je pense que l'important pour les créateurs de contenu, et notamment des streamers comme Billy et Kameto, c'est justement d'en parler, de ne plus avoir honte d'en parler, parce que plus ils en parleront, plus ils assumeront que des fois, certaines semaines, ça va pas, qu'ils ont besoin de faire des pauses dans les streams, dans les vidéos, etc. Plus ça va habituer les gens à ce qu'ils arrêtent d'avoir des attentes toujours plus élevées. Ce qu'on le voit, les messages à quand la prochaine vidéo. Je voyais hier soir encore des gens qui étaient tristes de ne pas avoir de stream de Amine ou de Billy depuis 5 jours à peine, alors que 5 jours sans stream, c'est rien du tout. Et pour le coup, le stream, c'est pire. C'est-dire que tu es absent pendant 2 jours, tu dois dire « je vais pas bien, là, j'ai rendez-vous, je dois aller voir ma grand-mère ». Tu te dis ouais, voilà. Après, on sait, il y a toujours eu dans les contenus des contenus qui sont de l'ordre de la quotidienne et des trucs où tu prends un petit peu plus de pause. Quand c'est quotidien, il faut je pense à un moment se staffer, c'est ça aussi la réalité. C'est peut-être qu'à un moment, t'as un budget, t'as un truc et te dire faut que je staffe pour se reposer un peu, quoi. Si tu devais tout faire ici, Mouloud, ce serait horrible. Non, mais moi j'ai la chance d'avoir la meilleure équipe. Ouais, voilà. J'aimerais qu'on écoute un autre youtubeur qui s'appelle Mastu et qui lui a parlé d'un autre problème. C'est le harcèlement des fans et des enfants qui venaient chez lui. C'était pendant les fêtes. Regardez. Ils étaient venus avec leurs parents. Ouais. Vous jugez bon de sonner chez moi, du coup, ça vous semble cool? Non mais... Vincent, pareil, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait? Comment est-ce qu'on peut les aider? Parce que moi, quand je vois ça, j'ai envie de l'appeler et de dire frère, comment je peux t'aider? Là, il faut déménager. Alors, Michou a déménagé il n'y a pas longtemps et avant même qu'il annonce son déménagement, son adresse avait déjà fuité. Il avait déjà des courriers chez lui, donc c'était pas très agréable. C'est ce qui arrivait à Julien Febvreau très souvent. Ce qu'il faut préciser, 12 rue de la Planche. Code A87, l'interphone, si vous voulez. Deuxième étage, porte gauche, fond de Allez, cour. je vais vous laisser. Non, mais ça existe depuis très longtemps. Antoine Daniel, Le Jour du Grenier, ils ont eu des problèmes similaires. Léna Situation, elle a fait une vidéo dans laquelle elle explique ça et elle dit carrément que c'est sa mère, son père, son frère qui a harcelé à l'école. Enfin, ça touche sa famille aussi. Ouais. Donc c'est affreux, quoi. Ça les concerne même plus que eux. Mais ce qui est horrible en plus dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est que c'est des enfants.
Qu'est-ce qu'on va dire à des enfants? Mastu. Ouais. Des enfants. Mastu. C'était toi. Mastu, regarde en bas, Mastu. Il y en a des enfants qui sont là. C'était toi. Des démons. Il y en a, ils sont avec leurs parents quand même. Hein. Oui. Il y a un problème. Hein. Il lui dit, tu m'as dit qu'il habitait là. Non, mais c'est pour ça que je pense que, en fait, les parents, ils ont un rôle extrêmement important. Les youtubeurs aussi, en sensibilisant à ça, parce que je pense que la vidéo de Mastu a un effet un peu positif. Mais je pense que les parents, ils devraient, de manière générale, juste s'intéresser sans juger les consommations de contenu en ligne de leurs enfants, juste leur dire, tu regardes qui, pourquoi il t'intéresse, ce genre de choses, et comment tu comprends ta relation avec lui. Est-ce que tu penses que c'est ton ami alors que c'est pas ton ami, ce genre de choses. Je pense que c'est juste de la pédagogie à avoir et un peu de l'éducation média de manière générale. Ouais, je pense que pour le coup, tu as raison. Mais je pense qu'il suffit de lui dire comment tu prononces le nom de ton youtubeur préféré. Et s'il dit Mastu, c'est que c'est un problème. S'il dit juste Mastu, normalement, c'est OK. S'il dit Mastu, c'est effrayant. Merci beaucoup, Vincent. Merci d'être venu. Merci. Et je tiens à le dire, vous faites un super travail. Super boulot. Je conseille de suivre Vincent Menlev sur Internet et de voir ses streams. Merci beaucoup.